L'après 98 a été pesant en ce qui me concerne. Pour tout ce qui s'est passé, du jour au lendemain, on était des... Comme l'avait dit Lisa une fois, on était les Beatles en France. Donc si tu veux, l'après 98 pour moi a été vraiment, vraiment lourd. La France est championne du monde. La France entière est championne du monde de football. À l'aube de l'Euro 2000, Fabien Barthez est épuisé mentalement. Le gardien de l'équipe de France et de Monaco ne peut plus faire un pas dans la rue sans être reconnu et alpagué. Depuis le sacre des Bleus au Mondial 98, son crâne chauve s'affiche à la une de tous les journaux People. C'en est trop pour lui. Il a besoin, comme on dit, d'un break. Pour cette deuxième saison du podcast Les Géants, j'ai décidé de m'attarder sur les grandes épopées des Bleus, avec toujours le même concept, un homme, une aventure. Dans cet épisode, l'homme, c'est donc Fabien Barthez. L'aventure, c'est l'Euro 2000. Je m'appelle Jacques Vendroux, bienvenue dans Les Géants, saison 2. On est des stars, ouais. On est des stars. Partout où on va, tu peux pas faire maître. Moi, je me souviens à Monaco, on va dire, on passait devant le palais. On était partout, on était à l'affiche de tout. Donc tout ça, moi, on va dire, ça a été très pesant. Et c'est là qu'il y a un homme qui est intervenu, c'est Roger Lemaire. Quoi. Roger Lemaire, donc, qui était adjoint d'Aimé, que j'avais eu comme entraîneur au bataillon de Joinville, à l'âge de 20 ans. Donc ça faisait 8-9 ans qu'on se connaissait avec Roger, et qui est devenu un entraîneur, sélectionneur national. Et là, je l'appelle, et là, je lui dis, écoute Roger, il ne faut pas que tu m'amènes faire la tournée. Il y avait c'était la Kirin Cup. Je lui dis, ne me prends pas. Il me dit, non mais Fabien, c'est pas... tu te rends compte ce que tu me demandes? Déjà, c'est que tu refuses l'équipe nationale. Et tu me dis de ne pas te sélectionner. Il me dit, mais c'est pas possible. Déjà, il me dit, non, mais tu viendras, tu joueras pas trop. Je lui dis, Roger, c'est pas ça le truc. C'est qu'il me faut une coupure de foot, de tout. Je lui dis, Roger, fais-moi confiance. Je lui dis, tu veux gagner l'Euro 2000? Je lui dis, laisse-moi tranquille, ne m'amène pas. Et là, c'est ce qu'il a fait. Il m'a fait confiance. Il ne m'a pas amené et ça m'a donné une bouffée d'oxygène. Voilà, j'avais besoin de me refaire la cerise, mais surtout dans la tête, quoi. C'était pas le fait de ne pas être avec tous mes potes. C'était pas ça. C'était trop, quoi. Et mon objectif, c'était de gagner l'Euro 2000. Donc, été 99, je commençais à préparer déjà mon Euro 2000. Quoi. Cette année-là, la compétition se déroule en Belgique et aux Pays-Bas. Les Bleus installent leur camp de base au château du lac de Ginval. Je me souviens très bien de ce petit coin de paradis dans une station thermale à côté de Bruxelles. Mais le climat est tendu. Didier Deschamps, le capitaine, est critiqué par certains médias et il décide de boycotter la presse. La situation s'envenime. Pendant plusieurs jours, Roger Lemaire, le sélectionneur, refuse à son tour de répondre aux questions des journalistes. Pour moi, tous ces trucs n'avaient pas d'intérêt parce que quand tu vis à l'intérieur du groupe, il te faut être pragmatique. Et nous, on était pragmatiques, on allait à l'essentiel. Et tout ce qu'il y avait à côté, là, les histoires de presse, de ceci, cela, pour nous, ça a toujours été du vent. Voilà. Mais l'essentiel, c'est la vie du groupe, ce qui se passe à l'intérieur, c'est ça. Et nous, on était là-dessus. On ne se dispersait pas à gauche, à droite, quoi. Et même, je veux te dire, on devait en rigoler, nous. On connaît la musique, on sait comment ça se passe, on sait comment ça... Donc, nous, on devait rigoler, même on devait chambrer Dédé, quoi. Mais ça n'allait pas plus loin, parce que pour nous, c'est pas l'essentiel. L'essentiel n'est pas là, quoi. On pouvait presque en déconner entre nous. Parce que nous, l'objectif, c'était l'équipe. Là, on parle d'une équipe, on ne parle pas de ton petit nombril, quoi. En sachant que tous les footballeurs regardent que leur petit nombril. Attention, moi le premier.
tes trucs, tu te les gardes pour toi. La priorité, ça reste le groupe, l'équipe, quoi. Tu peux t'appeler Zidane, Blanc, je sais pas moi, Barthez, tout le monde s'allumait, quoi. C'est une équipe qui, quelque part, s'est jamais pris au sérieux. Par contre, dans les grands moments, là, oui, c'était sérieux. Et les grands moments, pour nous, c'était le terrain. On est le 11 juin, comme tous les matchs d'ouverture de ce genre de compétition. Là, tu joues, tu sais que le Danemark, ça a toujours été une belle nation de foot. Ça a été chaud, ouais. Ça a été chaud. Mais je suis épanoui, quoi. Je suis épanoui, je suis heureux d'être là. Je me sens fort. Tes coéquipiers te font sentir fort aussi parce que tu les vois faire. Hein. Donc, tu te mets à leur niveau aussi. Et après, c'est dur à expliquer. Hein. Tu sens que tu ne peux pas perdre, quoi. Voilà. Et c'est bizarre, parce que ça n'arrive pas souvent dans une carrière de se sentir comme ça. Donc c'est drôle comme sensation. Et en même temps, il faut la maîtriser. Mais je pense que notre état d'esprit, c'est là où c'est bon d'avoir un groupe avec un état d'esprit sain, quoi. Parce que ça te permet de garder cette humilité, de penser aux fondamentaux, aux bases. Voilà, le travail, l'équipe, de rester soi-même. Voilà, le match se finit genre à 18h, jusqu'à minuit, tu es plein d'adrénaline encore. Et après, hop, il y a tout qui retombe. Et là, on se remet, c'est fini. Tu gardes, tu vois, mais c'est fini, tu as le prochain match. C'est les Tchèques. Hein. « 16 juin, Tchèque, et là, le truc, c'est Köhler. Ils nous faisaient tous peur. Ils nous faisaient tous peur parce que, ben voilà, hein, 2,10 m, les déviations, ça va partir où? On s'est mis d'accord donc avec Lolo, Marcel. Comment neutraliser Köhler et le reste aussi, parce que autour ça jouait autour de lui. Donc qui anticipait pas, quoi. Là aussi un match très dur, où j'ai 2-3 face à face où les mecs arrivent seuls devant moi. Tu ressens durant le match, tu as toujours ce sentiment vraiment de tu peux pas le perdre, quoi. Tu peux pas le perdre, tu vas le gagner. Et il n'y a pas d'affolement. Il y a de la sérénité. C'est qu'entre nous, c'est du regard, quoi. Tu te parles du regard. Les Bleus s'imposent 2-1 face aux Tchèques. Ils sont donc qualifiés pour les 8e de finale. Mais ce soir-là, la fête est de très courte durée. Roger Lemaire quitte en catastrophe la ville de Bruges en voiture pour se rendre au chevet de son père. Son état est désespéré et il arrive trop tard. Au sein de l'équipe, il faut aussi gérer les égos et les tensions entre les joueurs. On le sait, et j'ai pu observer de près depuis la Coupe du Monde en France, la relation entre les deux gardiens de but, Fabien Barthez et Bernard Lama, est extrêmement compliquée. Avec Bernard, après en 98, oui, ça a été très chaud. Mais après, là, il n'y avait plus de... Non, il n'y avait plus de débat. Et Roger fait jouer Bernard, quoi. Donc bon, ça me touche strictement rien du tout, quoi. Quand on dit un gardien, surtout un gardien qu'il faut qu'il soit égoïste pour être au service de l'équipe, comme on dit. C'est ça, et c'est ce que je conseille encore aujourd'hui à tous les gardiens. Soyez égoïstes, pensez qu'à vous. C'est comme ça que vous allez être au service de l'équipe et vous allez rendre service à l'équipe. Un gardien, ça reste à part. Et donc moi, je ne me focalisais pas sur les histoires des uns, des autres, ceci, cela. Je me focalisais sur mon travail à moi et mon quotidien. Tout le négatif, c'était de côté, quoi. Et donc le match des Pays-Bas, pour moi, ben voilà, c'était... Voilà, je m'en fous complètement. Ouais, gagner, perdre, je m'en foutais. Moi, ce qui comptait, c'était le match contre l'Espagne. C'est le France-Espagne, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est des matchs. C'est beau dans France-Brésil, hein, mais en France-Espagne, c'est magnifique, quoi. Enfin, moi, en plus, l'Espagne, ça reste à côté de la maison. J'ai souvent passé mes vacances. J'adore l'Espagne. Ce dimanche 25 juin, le soleil couchant de Bruges éclaire la pelouse. Sur le terrain,
Les 22 artistes ont du mal à exprimer leur talent lors de ce quart de finale. Le combat physique est acharné, il y a beaucoup de fautes, donc beaucoup de coups francs. Le mur espagnol est dressé. Attention, qui va tirer? C'est Zidane finalement. Le ballon est dit but de Zizou. But de Zizou. But de la France. Les Bleus sont libérés. Ils mènent 1-0. Et pourtant, 5 minutes plus tard, Mouniti dans la surface de réparation. Et Penalty. Eh oui, Ouh, Thuram, ça lui pendait au nez depuis un bon moment. Je me souviens très bien du penalty parce que c'est le regard de Mendieta, quoi. Mendieta face à Barthez. Et t'as le seul tireur de penalty qui te regarde. J'en ai connu deux comme ça, David Ginola et Mendieta, qui te regardent droit dans les yeux avant de tirer un péno. Ils sont horribles. Ils te regardent, ils regardent même pas le ballon quand ils frappent, ils te regardent à toi. Que t'as vu, et j'ai son regard où il me fixe, et moi j'attends qu'il baisse les yeux pour bouger, et il les a jamais bougés, quoi. Il les a jamais bougés. Et je pense qu'il met un plat du pied, il me semble. Oui, Mendieta qui va marquer, qui marque. Égalisation de l'équipe espagnole maintenant. Un but partout à la 38e minute. Donc, à ce moment-là de la rencontre, chaque équipe cherche le chaos. Et comme dans une arène, Youri Djorkaeff se met à imiter un matador. Mais il a vu Djorkaeff il se met en position, qui tire. Et but superbe de Djorkaeff. But superbe de Djorkaeff. Youri. Oh là 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 là. Et il se met à danser une espèce de fandango. Les Bleus repartent au vestiaire en menant 2-1. Les visages restent pourtant fermés, concentrés, déterminés. La nuit est maintenant tombée sur Bruges et les deux équipes se neutralisent pendant toute la seconde mi-temps. Il reste alors quelques secondes à jouer. Et là, Barthez a failli... Non. Penalty. Oh non. Encore un penalty pour l'Espagne. Il n'y a pas du tout de danger, c'est sur le côté. Et là, je pose la main sur le ballon, vraiment, pour montrer je suis sur le ballon, je pose la main dessus. Je ne touche absolument pas. C'est dommage qu'il n'y ait pas la VAR à cette époque-là. Là, elle aurait servi. Et là, il y a le penalty. Et quand tu as confiance, il se passe ça. C'est malheureux à dire. Tu peux me parler de chance, de tout ce que tu veux. Mais il s'avère que quand tu es dans ces moments de confiance, on va dire, il se passe ce qui s'est passé. Et pourtant, en face, tu as le plus grand buteur. C'est grand monsieur, quoi. Voilà, donc là, je l'ai en face. Là, Raoul. Et là, donc, Attention, Raoul qui tire et qui rate. Il a raté, là là. Raoul. Comment fait-il pour rater ça, Raoul? Il fait comme ça. Oh là 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 là. Il fait comme ça, Eugène. C'est terrible parce que la pression était tellement forte pour le joueur espagnol, pour Raoul. C'est ça le sport et le football. Hein. Voilà, Il peut-être met qu'il a son- ressenti que j'étais en pleine bourre et qu'il fallait qu'il la mette du mieux possible. C'est pas un match de championnat, quoi. C'est pas pareil, ça n'a rien à voir. C'est un quart de finale d'un Euro, quoi. Voilà, tous ces petits paramètres font que la plupart du temps, un gardien, quand il est en confiance, les poteaux, ils sont sortants, ils ne sont pas rentrants, quoi. Ce que Fabien Barthez ne dit pas, c'est ce qui se passe juste avant que Raoul ne tire son penalty. Youri Djorkaeff s'approche du joueur espagnol en trottinant. Il se baisse pour arracher un bout de pelouse et puis il repart. Le milieu de terrain des Bleus affirme avoir vaudoussé le tireur malheureux. Alors, l'a-t-il vraiment ensorcelé? Toujours est-il que l'équipe de France est en demi-finale face au Portugal. Le match a lieu à Bruxelles. Le coup d'envoi sera donné par l'équipe du Portugal alors qu'on change de côté et que Barthez va avoir le soleil dans les yeux, un peu tout de même, Giroud. Hein. Le soleil passe crépuscule. parcimonieusement à travers les vitres qu'il y a en haut des tribunes et il arrive dans un coin du but. Il n'aura pas le soleil tout le temps et puis ça ne va pas durer. puisque Et pourtant, le ça soleil commence mal. tourne de gauche à droite cette année. Vous avez remarqué. Ce stade avait cette piste autour. Mais quelle horreur! Mais quelle horreur, ces stades avec ces pistes. Je déteste ça. Et c'est grand, c'est vaste. Donc les repères sont sur les ballons aériens, les ballons en profondeur. Ça te change tout d'un coup, quoi. Et ce qui me gêne aussi durant l'échauffement, c'est le terrain qui est un peu sec. Tu vois, il n'était pas assez arrosé, il était un peu sec. Donc le ballon était freiné. Et tu sais que je suis un joueur, moi. Et un joueur, ça bouge sur un terrain, ça anticipe,
C'était mon jeu. J'étais pas un gardien des années 2020 qui reste posé sur sa ligne de but, les bras en croix, quoi. Tu vois, je suis un peu perturbé avant ce match, de ce côté-là. Mais toujours quand même perturbé, mais toujours en confiance grâce à toute l'équipe. Parce que tu sentais que l'équipe, tout le monde était en confiance, était bien aussi. Tout le monde était concerné. Alors c'est actuellement Conceição qui veut passer, mais Deschamps est là. Et là, il met une frappe instantanée où il me laisse, il me laisse sur le cul, quoi. Je bouge pas. Il veille au grain. Nuno Gomes qui frappe Et et but! Fantastique but! Extraordinaire but de Nuno Gomes du pied gauche qui a... C'est allé très très vite. Je trouve que le ballon passe loin, vite, Et Marcel Desailly instantanément, quoi, sans contrôle, sans rien. Pouf, c'est parti, mais à une vitesse. s'est retourné, il a pivoté et il a marqué un but extraordinaire. Et là, donc, on prend ce but et là, les regards, de suite. De suite, on se regarde tous. Et tu sens, je sais pas pourquoi, tu sens de la sérénité. C'est difficile à expliquer, c'est un sentiment qui est dur à expliquer, mais tu sens cette sérénité, quoi. Tu sens qu'on est fort, on se sent fort. On ne panique pas, on ne perd pas le ballon, on continue notre jeu, on fait ceci. Ça va le faire, ça va le faire. vers Zinedine Zidane. Une touche de balle. Lilian Thuram maintenant côté droit. Lilian Thuram, oui, pour Anelka dans la surface. Il est dans le mauvais angle, dans l'angle mort, mais il peut redonner. Petit, peut-être Henry qui frappe. But de Thierry Henry, mon Dieu! Ah oui! Cette balle parfaitement bien remise par Anelka! Et lorsqu'Anelka... Les minutes s'égrènent et on se dirige lentement vers la prolongation. Il reste 1 minute à jouer. Près de la touche, les Portugais obtiennent un coup franc. Moi, regardez, ce qui m'énervait, c'était les fautes à la con, là, sur les côtés. Et là, il y a ce coup franc excentré. Et là, je me dis dans ma tête, il est pour toi, celui-là. Et on va dire, pour moi, ça a fait partie des... Je pense que c'est le plus bel arrêt de ma carrière, parce que sinon, on est éliminé, quoi, c'est fini. Donc pour moi, je pense que c'est le plus bel arrêt de ma carrière, non seulement par la vitesse de réaction, mais surtout le moment, quoi. Et en fait, je sors ce ballon et pour moi, c'est le tournant du match, quoi. Parce qu'il reste 1 minute de jeu. Fabien Barthez vient de réaliser un arrêt réflexe extraordinaire. Fabien Barthez est le meilleur gardien de but du monde du moment. De sa main ferme, il repousse une tête à bout portant d'un joueur portugais. L'arbitre siffle la fin du temps réglementaire. Sur le terrain, tout le monde a compris. Le sort de ce match pourrait se jouer sur un but en or. C'est cruel. La première équipe qui marque en prolongation sera qualifiée pour la finale. Arrive, évidemment, la 117e minute de jeu. Voilà. L'arbitre Il y a une consulté main. son juge de touche. Et il y a pénalty. Que va-t-il je faire pense. Pénalty pour la France, effectivement. Penalty pour la France. Et oui, car... Alors on voit le Benko- ralenti, Eugène. Ah voilà, la main elle est là, voilà. Oui, mais c'est Eh une oui. main volontaire. C'est une main volontaire, c'est Elle le est pénalty volontaire. normal. Eh oui, oui, Abel oui. Xavier. Regardez, Abel Xavier joue gardien de but. Oui, absolument. Alors que Wilter allait marquer, il allait reprendre, oui, il avait oui, donné un oui, bon ballon oui. à Trezeguet, il allait marquer entre le défenseur et le poteau. Eh oui. Et ça parlemente, là ça discute, les Portugais évidemment savent Totalement. que... Quand ils verront la vidéo, ils ne discuteront plus. Et derrière, il y a ce qui se passe aussi, ce qui fait la force des grands, c'est tirer un pénalty à ce moment-là. Ça aussi. Et Zidane montre encore pourquoi ça a été le plus grand joueur de tous les temps, quoi. Il ne s'affole pas, il la frappe toujours de la même façon, croisé, petit filet, très relâché. Il Allez-y. faut le tirer en force. Il y a une pression énorme sur les épaules de Zizou. S'il marque, on est qualifié. Attention, s'il marque, On est la en finale. France est en finale. Comme ça fait, c'est la délivrance, quoi, la finale, ça y est. Il marque, la France est en finale de l'Euro. La France est en finale de l'Euro. Zizou, impérateur, qui revient embrassé, soutenu par ses copains. Le match est arrêté car la France vient de marquer le but à Nord sur penalty et les joueurs portugais viennent... Le soir même, les Bleus célèbrent leur victoire autour d'un bon dîner. Mais un joueur quitte la table, visiblement fâché. Ce joueur, c'est Youri Djorkaeff. Il n'a pas joué
une seule seconde face au Portugal et il en veut au sélectionneur. Le lendemain, Djorkaeff retrouve le sourire. Roger Lemaire lui promet qu'il sera titulaire pour la finale face à l'Italie. Le dimanche 2 juillet, c'est sous le ciel orangé du stade de Feyenoord de Rotterdam que les deux équipes ont rendez-vous devant plus de 50 000 spectateurs. Et là, sincèrement, je te dis, ça a été un match à grosse pression. On va dire, c'est là où il faut arriver à trouver, et c'est là où les différences se font dans le haut niveau. C'est de trouver justement cet équilibre entre la sérénité et la pression. Et c'est là aussi où il te faut de l'expérience. Quand on parle d'expérience, c'est pas pour faire joli, quoi. C'est pas pour faire le vieux con. Voilà, surtout à 51 ans, j'ai tellement le sentiment de parler comme un vieux con par moment. Mais quand il repense, heureusement qu'on a eu tous ces moments de... Voilà, il y a eu de super moments, il y a eu des moments durs. Et c'est là où tu vois la force du groupe, quoi. C'est l'équipe qui passe avant tout, c'est là dans ces moments-là, tu le ressens, quoi. Sur le terrain, on a le sentiment d'assister à une réunion de famille assez tendue. Français et Italiens se connaissent par cœur. Zidane, Deschamps, Blanc, Desailly, tous les titulaires de l'équipe de France ou presque, jouent ou ont joué dans le championnat italien. La première mi-temps est cadenassée et quand les joueurs rentrent au vestiaire à la pause, le score est de 0-0. J'ai le souvenir de calme. Je sais pas de... Mais on n'était pas fiers, quoi. On allait chercher encore plus loin dans notre concentration. Voilà, n'oublions pas les valeurs, quoi, les bases, l'équipe, faire confiance les uns les autres, quoi. Et on repart sur le terrain et là, de suite, 10 minutes de jeu, il y a ce centre sur le côté. Alors là, ça a été pim-pam. Attention Totti à l'entrée de la surface de réparation. Il a Lizarazu, le ballon qui est passé, Pesotto qui va centrer. Je pars pour anticiper son centre. Et après, les mecs, c'est des grands joueurs, quoi. Ça te fait des centres vite, forts, et là, imparables, quoi. On se fait Marcel, Lolo, il nous embrume, pim-pam-poum, voilà, 1-0. But de Del Vecchio, deuxième partie, au début de la deuxième mi-temps. Voilà qui est inquiétant pour l'équipe de France. On le sent. Et là, tu te dis, attention, ça va être très dur. Donc ça tourne, mais tu sais qu'à tout moment, ça va se représenter devant. Il va y avoir le ballon du break qui va y être. Et il arrive par Del Piero qui se retrouve face à moi. Il y a un centre en retrait, se retrouve face à moi. Et donc moi, je me déplace sur la droite. Et je veux éviter de me laisser trop embarquer. Parce que je pensais qu'il allait me la remettre du côté gauche. Donc j'essaie de rester debout le plus longtemps possible. Et finalement, ça se passe bien, quoi. Donc je sors ce ballon de 2-0. Qui nous aurait littéralement... mis au fond. Mais l'Italie mène toujours 1-0. Et il reste 1 minute et 15 secondes dans le temps additionnel. Évidemment, le temps réglementaire est terminé. Et l'équipe de France est en passe de voir le rêve s'écrouler. Voilà, on se retrouve dans les arrêts de jeu et il y a un coup franc anecdotique. Et là, moi, je sais qu'il faut pas spécialement aller vite, parce que tu sais que c'est la dernière occasion, ou qu'il en restera 2. Mais je me dis, il faut que ça soit bien. Et pour ça, si tu veux, sur le moment, qu'est-ce que je fais quand je place mon ballon? Parce que tu sais, moi je sais que tous sont un peu dans l'affolement, les arbitres, tout le monde, tout le truc. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je jette mon ballon, je pense, 4-5 mètres devant là où était sifflée la faute. Et là, je m'applique. Les Barthez qui dégage. Parce que je cherche la tête de... Trezeguet qui prolonge de la tête. Allez, peut-être Wiltord qui va frapper pied gauche. Au bord de la pelouse, les Italiens sont effondrés. Quelques secondes auparavant, tout le monde était pourtant prêt à célébrer, en toute simplicité, ce titre de champion d'Europe. L'hymne italien résonnait dans le stade, le staff et les remplaçants se tenaient par les épaules, sur le point d'envahir le terrain à tout moment, au coup de sifflet final en tous les cas. Le manager italien s'est même emparé du trophée
pour lui accrocher des liserés vert et blanc et rouge. Alors, quand la France égalise, Thierry Henry demande au banc italien de se rasseoir. Fabien Barthès, lui, envoie un bras d'honneur aux supporters italiens. C'est peut-être fort possible parce que j'ai tellement ramassé, parce que je ne parle pas du tout italien couramment, mais il y a quand même un certain vocabulaire qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait bac plus 5 pour comprendre. Et comme je suis un peu humain quand même, donc voilà. Le foot, c'est un jeu jusqu'au bout, quoi. Et là, derrière, tu te retrouves en prolongation. Et là, en prolongation, là, je te le dis, je ne veux pas faire le cow-boy, je ne veux pas faire le fanfaron. Je resauve encore l'équipe au tout début de la prolongation sur un ballon en profondeur. D'ailleurs, toujours face à Del Piero, je pense. Que si je ne sors pas, il arrive face à moi et on ne sait pas ce qui se passe. Mais pour moi, ça reste une action décisive. Je me sentais invincible, je suis invincible. Mais surtout, je sentais mon équipe, les gars avec qui j'étais sur le terrain, tous là, quand je les regardais jouer, je les sentais encore plus invincibles que jamais. On a pris psychologiquement, on a pris un ascendant, c'était fini pour eux. Et tout ça se finit avec un pur chef-d'œuvre, quoi. C'est pas fini, Robert Pires qui récupère, Robert Pires qui crochette, il est parti pied gauche, double contact, Pires qui va redresser peut-être pour Trezeguet qui frappe. Trezeguet, l'homme qui fait des miracles. Trezeguet, l'homme qui à chaque fois nous donne la victoire. Un mouvement exceptionnel. On finit en apothéose, comme je dis, avec je vois Robert qui fait son petit festival sur le côté et qu'elle reste un centre à David. Et là, c'est une pure merveille, là. C'est une pure merveille. Chaque fois que je revois ce but, mais on va dire, tout est tellement parfait, tout un équilibre, une gestuelle, une puissance, l'endroit. Mais vraiment, c'est... J'aime pas parler de perfection, parce que la perfection, je trouve que c'est quelque chose d'assez chiant, quelque part, quand on dit que quelqu'un est parfait. Mais là, dans ce geste-là, mais vraiment, c'est une pure merveille, là. On va attendre la remise des récompenses aux joueurs français qui vont maintenant monter sur la tribune. Surtout Deschamps qui va lever la coupe, après avoir levé la Coupe du Monde. Il va enlever encore un beau de trophée Dédé pour sa 101e sélection. C'est Barthez en tête qui monte pour recevoir sa médaille. Je ressens... Il n'y a pas cette émotion que j'ai eue en 98, qui a été vraiment d'une puissance... Comme j'ai toujours dit, il y a eu la naissance de mes 2 enfants et après il y a eu la finale de 98. Une émotion... 98, ça m'a fait comme dans un film. Quand je me suis retrouvé à genoux, là, d'un coup, j'ai eu le contentement, mais d'un coup, en 98, je me suis revu à 8 ans dans les champs, à la Vlanée, jouer au foot, avec mon entraîneur. Tu revois toute ta vie qui défile. Voilà, c'est ce qui te fait chialer à la sortie, c'est ça l'émotion, quoi. C'est la seule fois d'ailleurs où j'ai pleuré sur un terrain de foot, c'est en finale 98. Après, j'ai jamais pleuré, même quand j'ai perdu et tout, non. Et là, j'ai pas du tout eu ça en 2000. J'ai pas ressenti ça. C'était plus une joie collective. On l'a fait, on y est arrivé, on a fait le doublé, on a fait le job, quoi. Voilà. Et j'avais ce truc avec Roger aussi, quoi. Et c'est le premier truc, quand je l'ai chopé, je lui ai dit, je te l'avais dit, hein. Et je le remercierai jamais assez pour la personne qu'il est, l'homme qu'il est, quoi. Vraiment, je te le dis encore, Roger, merci, quoi. Tu fais 98, derrière ta échelle de l'Euro 2000, là, tu te dis, mais vis le moment. Tu t'en fous de tout le reste, tu t'en fous de tous les protocoles, tu t'en fous. Vis ce moment-là avec tes amis, avec tes proches, avec ceux avec qui tu es dans le vrai, quoi. Et donc, ce soir-là, mais ça n'a pas été que moi, ça a été tout le monde. On l'a vraiment, vraiment, vraiment fêté, quoi. Voilà. Et voilà, terrible feu d'artifice. Les Français qui exultent sur notre droite, les chants qui s'élèvent. Les
Italiens qui sont tristes, c'est vrai. On l'a fêté comme je l'ai déjà dit, on l'a fêté comme des gens normaux, c'est-à-dire on s'est pris une bonne cuite, quoi. Voilà, il n'y a pas plus basique, quoi. Mais entre amis, voilà. Et les autres, ils étaient à leur place. Et ensuite, donc, il y a eu le retour à Paris qui a été très dur. Franchement, physiquement, ça a été le moment le plus dur de cet Euro. Ça a été le retour à Paris. Le lendemain a été très... On marchait au Doliprane. Et avec cet accueil fantastique, sur ce balcon-là, sur une place de la Concorde, tout rempli, vraiment. Mais avec une envie quand même de te poser. Tu vois, le job était fait, quoi. Vous venez d'écouter Les Géants, un podcast Europe 1 Studio produit par Sébastien Guyot et réalisé par Xavier Joly. Si vous avez aimé cette épopée, n'hésitez pas à mettre un maximum d'étoiles sur les plateformes, ce sera un formidable encouragement. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Géants.